Bonjour à tous. Ici Madame Dijon pour la deuxième fois, thème le corps humain et la santé. Vous êtes dans le monde microbien, chapitre 2 sur le Padlet. Nous en sommes à l'épisode 15 de la contamination à l'infection. La problématique numéro 1 a déjà donc été corrigée dans une première vidéoconférence que vous pouvez retrouver ici dans la rubrique cours à distance, mais que je vous mettrai aussi sur École Directe, dans la partie cahier de texte. Nous avons répondu au premier problème. Comment les micro-organismes parviennent-ils à pénétrer dans notre organisme? Vous devez donc apprendre votre premier bilan et connaître la définition de asepsie. Donc, je vous rappelle que c'est une méthode qui nous permet d'éviter que les microbes puissent pénétrer notre organisme en passant les barrières naturelles. Donc nous en sommes maintenant au problème numéro 2. Que font les micro-organismes après leur pénétration dans l'organisme? Que fait un microbe pathogène pour nous rendre malades? Donc en clair, là, vous allez donc réaliser un graphique qui correspond à l'évolution du nombre de bactéries dans le sang après pénétration dans l'organisme. Alors attention, je vous ai fourni donc une feuille quadrillée et il faut absolument faire attention à ce que vous allez mettre en abscisse et ce que vous allez mettre en ordonnée. Une chose importante à savoir, quand on vous pose la question construisez un graphique représentant le nombre de bactéries en fonction du temps, après le mot en fonction, vous avez le terme temps en heures. Eh bien c'est cela, c'est le temps que vous allez mettre en abscisse. Et donc, en ordonnée, vous mettrez le nombre de bactéries, mais attention, ça va être en millions par millilitre de sang. Vous obtenez donc ce graphique que je vais maintenant commenter. On retrouve le temps en abscisse, vous avez jusqu'à 14 ou 15 heures à noter, et vous allez avoir en ordonnée le million de bactéries par millilitre de sang. À savoir qu'au départ, lorsque vous êtes contaminé, vous n'êtes pas à zéro, puisqu'au moment où, par exemple, un moustique va vous piquer, ou vous allez vous piquer avec donc une aiguille de rosier ou autre, vous allez avoir un certain nombre de microbes qui vont donc pénétrer votre organisme. Donc il est indispensable de ne pas faire passer par zéro votre premier élément sur votre courbe d'évolution. Donc je répète, lorsque l'organisme est contaminé, alors les bactéries sont entrées dans l'organisme, la courbe ne peut pas passer par zéro. Ici, le nombre de bactéries initiales est aux alentours de 30 millions de bactéries pour 1 millilitre de sang. Donc, vers 1 heure au niveau du graphique, vous serez à peu près à 30 millions. Donc, ici, à 1 heure, vous êtes à 30 millions à peu près. Durant les 5 premières heures, donc, après cette contamination initiale, la population des bactéries croît lentement pour tripler à peu près. Vous voyez, elle passe environ de 30 à peu près 100. 3 x 3, 9. Donc, à peu près 1 x 3. Donc, 5 heures pour que la population de bactéries soit multipliée par 3. Ce n'est pas une forte croissance, mais les bactéries commencent à se multiplier dans votre organisme. Je poursuis mon commentaire, donc, pour répondre à la question 3. Donc, on a vu dans un premier temps, donc, première partie de la courbe, on a une légère croissance du nombre de bactéries, à peu près 1 x 3, entre le moment de la contamination, ici, et donc 5 heures. Mais de la 5e heure à la 13e heure, après la contamination, la population croît fortement. On passe d'environ 100 millions par millilitre de sang à 1700 millions par millilitre, soit une croissance par 18 en 8 heures. Donc si je divise 18 par 8, ça me fait 2 à peu près. La population de bactéries se multiplie par 2 à peu près toutes les heures. On est donc dans le stade infection. Donc,
l'infection, on est grosso modo de la 5e heure à la 13e heure, puisqu'on va atteindre un pic. Le pic est ici. D'accord ? Après la 13e heure, on voit que la courbe se stabilise aux alentours de 1800 millions de bactéries par millilitre de sang. Les bactéries ont trouvé leur rythme de croisière entre la place disponible dans le sang et la nourriture qui est à leur disposition. Si notre système immunitaire ne donne pas de réponse immédiate, alors les toxines qui vont être produites par les bactéries dans notre sang vont nous tuer. Donc évidemment, on va avoir une réponse immédiate qui va se faire dans les heures qui vont suivre. Je vous rappelle qu'un graphique, quel qu'il soit, doit absolument contenir un titre. Donc le titre, ça va être graphique de l'évolution du nombre de bactéries dans le sang en fonction du temps après contamination. Je viens donc de vous commenter les réponses aux 3 premières questions. Pour résumer, durant les 5 premières heures après contamination, les bactéries vont se multiplier lentement. Mais par contre, il y a une deuxième phase qui se met en place de la 5e heure à la 13e heure, où vous allez avoir vos bactéries qui vont multiplier leur nombre par 2 toutes les heures. Très rapidement, vous allez avoir une population extrêmement importante dans votre sang. Or, le sang doit rester sans microbes. Donc, il va falloir qu'il y ait une intervention par votre système immunitaire, sinon c'est la mort. Les bactéries, donc via le sang, vont aller se positionner entre ou sur vos cellules, mais ne vont pas pénétrer dans vos cellules, contrairement à un virus. Les bactéries, en fait, en tant que telles, ne sont pas dangereuses, mais ce sont les toxines qu'elles produisent, c'est-à-dire leurs déchets, qui vont donc nous donner un choc, et un choc dit septique, et qui peuvent donc nous bloquer, par exemple, le fonctionnement du cerveau ou autre. Voyons maintenant l'action d'un virus. Le virus ici est représenté en marron. C'est le virus de l'herpès qui provoque des boutons de fièvre sur la lèvre d'une personne. En fait, ici, vous avez une cellule qui est délimitée par sa membrane. Et donc vous voyez que les virus sont entrés dans la cellule, contrairement aux bactéries qui restent en périphérie de la cellule, qui ne pénètrent pas la cellule, mais qui par contre vont fabriquer des toxines, et ces toxines vont nous donner un choc septique et nous provoquer par exemple l'arrêt du système nerveux et donc notre décès. Alors comment évolue le nombre de virus après contamination? C'est à peu près le même principe que pour la bactérie, c'est-à-dire qu'il faut quelques heures pour que le virus atteigne la cellule, pénètre dans la cellule. Une fois que le virus a pénétré dans cette cellule, il va détourner le programme génétique qui se trouve dans le noyau de la cellule pour que la cellule fabrique des copies de ce virus. Au terme de cette fabrication, la cellule va être tellement remplie de virus qu'elle va finir par éclater et contaminer les cellules qui vont se trouver juste à côté. Donc, en bilan, le virus détourne la machinerie cellulaire pour pouvoir se multiplier et il provoque la destruction de la cellule qui l'a reçue. Et lorsque la cellule va éclater, il va y avoir contamination des autres cellules qui sont jointes à la cellule initiale qui a été infectée. En est-il de même maintenant pour les bactéries? On a vu que non, la bactérie reste en périphérie et donc elle se multiplie en utilisant son propre matériel génétique, elle va faire des mitoses et elle va donc se nourrir de ce qu'elle va trouver dans le milieu, c'est-à-dire dans le sang ou dans la lymphe liquide qui entoure les cellules de l'individu. Alors, qu'est-ce qu'une infection finalement? L'infection, elle a lieu après la contamination.
L'infection, c'est lorsque le microbe se développe et se multiplie dans le corps humain. Qu'est-il donc arrivé à Titeuf qui a mis donc le slip de son camarade? Eh bien, en mettant le slip de son camarade, il a donc contaminé son sexe. Du coup, bactéries ou virus présents sur le slip se sont déplacés et ont pu passer la barrière naturelle de Titeuf et donc entrer donc dans son sang ou bien contaminer son sexe à l'extérieur. Dans l'énoncé, Titeuf se plaint d'avoir du liquide qui s'écoule de sa verge et de se gratter. Donc, si on regarde par exemple l'infection la plus fréquente, qui est la chlamydiose, qui est due à une bactérie, on vous dit souvent pas de symptômes, sinon chez l'homme, écoulement blanchâtre au bout de la verge. Ça pourrait être ça. S'il avait des verrues, ça serait un condylome. C'est pas le cas donc. Il n'a pas non plus de cloque, ni c'est pas vraiment douloureux. Et dans le cas d'une blénorragie qui est un gonocoque, c'est par contre encore donc une bactérie, eh bien il aurait des brûlures en urinant. Il se plaint pas de ce genre de choses, donc il a une chlamydiose, c'est extrêmement fréquent. Et donc bêtement, en utilisant donc le slip de son camarade, les bactéries donc au contact de sa peau ont fini par passer les muqueuses, se retrouver dans le sang et l'ont donc dans un premier temps contaminé, puis se sont développés et donc il a eu une infection, d'où cet écoulement en fin de compte blanchâtre qu'il a au bout de la verge. Alors on peut avoir d'autres contaminations possibles en prenant de l'eau souillée qui vont être susceptibles d'avoir des bacilles du choléra, c'est-à-dire des bactéries qui vont donner des fièvres et des diarrhées importantes. On peut avoir la fièvre typhoïde, on peut même en mourir, ou alors le virus de la poliomyélite qui finit par attaquer les os et rend mou les os, ce qui fait que les gens se retrouvent paralysés. Vous pouvez aussi vous piquer en jardinant et donc dans ce cas-là attraper le tétanos, puisque des bactéries qui se trouvent dans le sol ou sur l'épine vont passer votre barrière naturelle et donc se retrouver dans votre corps et atteindre le vaisseau sanguin. Et donc si ces bactéries passent dans le sang, elles vont vous donner le tétanos. Autre chose qui est très très connue, c'est la contamination de l'alimentation. Donc vous pouvez avoir des bactéries Listeria sur vos fromages quand ils n'ont pas été conservés dans de bonnes conditions. Charcuterie, fromage, lait cru, steak haché. Un steak haché un steak se hache par exemple à midi et il doit être consommé avant 14 heures. Et entre le moment où le steak est haché et le moment où il doit être consommé, il doit avoir été mis au frais. Donc on ne laisse jamais de viande hachée sur son plan de travail pendant plusieurs heures avant de le faire cuire. Donc bilan du problème 2, une fois dans l'organisme, les microbes vont trouver des conditions favorables à leur développement, chaleur, humidité, nourriture, ils vont se multiplier rapidement, c'est le début de l'infection. L'infection déclenche alors des symptômes de la maladie chez la personne qui est atteinte. Les micro-organismes n'ont pas tous le même mode opératoire pour nous infecter. Les bactéries sont des microbes extracellulaires, c'est-à-dire qu'ils vont proliférer à l'extérieur des cellules de notre organisme de façon autonome, puisqu'ils ont du matériel génétique et qu'ils vont trouver dans leur environnement donc tout ce qu'il faut pour se développer. Par contre, les virus sont des microbes intracellulaires, c'est-à-dire qu'ils se multiplient à l'intérieur de nos cellules en les parasitant, ce qui peut entraîner la mort par éclatement des cellules. Et donc, si c'est par exemple une atteinte au niveau des cellules du cerveau, eh bien, vous vous retrouvez entre quatre planches. Il vous reste maintenant à apprendre votre je retiens et de consulter les deux documents suivants que je vous donne. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour l'épisode 16, c'est-à-dire la réponse immédiate lorsque vous avez été contaminé puis infecté. Au revoir et à bientôt mes petits poulets.